Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, est en visite de 2 jours en Afrique du Sud. Le but de cette visite, renforcer la coopération économique entre les deux pays et dans la région. Vote mardi de nouveau code électoral controversé au Burkina Faso. Ce dernier interdit aux partisans de Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre prochain. Policiers tués, c'est le bilan de l'attaque criminelle menée lundi par un commando d'hommes armés contre un convoi de la police au Mexique. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le président zimbabwéen a entamé ce mercredi une visite de 2 jours en Afrique du Sud. Il s'agit de la première visite d'État de Robert Mugabe à Johannesburg depuis 20 ans. Une visite qui vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays et dans la région. Robert Mugabe est accompagné pour la circonstance d'une forte délégation d'hommes d'affaires et ces derniers devraient avoir demain une séance de travail avec les entrepreneurs sud-africains. Un autre élément dans cette édition, les députés du Burkina Faso ont adopté mardi un nouveau code électoral controversé interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre. Ceci vient remettre en cause la demande de la communauté internationale qui exigeait des scrutins inclusifs. Ce vote a suscité enthousiasme mais aussi déception. Les détails. 5 mois après la chute du président Compaoré, les chances de ses proches de reprendre le pouvoir légalement s'amenuisent. 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ministres, ont été interpellés pour des malversations présumées. Comme si cela ne suffisait pas, l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral s'est faite dans l'euphorie générale, quelques heures après ces arrestations. Des cris de joie ont ponctué le résultat du vote à main levée. Il n'en fallait pas mieux pour ceux qui ne veulent plus sentir les caciques de l'époque Blaise. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Nous sommes très heureux, nous sommes très satisfaits parce que nous pensons que c'est la concrétisation, le début de la concrétisation de notre slogan révolutionnaire qui consiste à dire que plus rien ne sera comme avant. Le projet de loi dans sa dernière monture rend inéligibles les personnes ayant soutenu un changement portant atteinte au principe de l'alternance démocratique. En l'état, le test ne fait pas l'unanimité. À l'opposé des heureux, certains dénoncent l'exclusion politique dans la gestion de la cité. Nous voulons d'adopter une loi qui contient des dispositions d'exclusion d'une catégorie de citoyens par rapport aux compétitions électorales. Des élections présidentielles et législatives se tiendront le 11 octobre au Burkina Faso. Elles mettront un terme, une fois leurs résultats proclamés, à une année de transition démocratique après 27 années de règne de Blaise Compaoré. Le test pour sa légalité doit être validé par le Conseil constitutionnel, puis promulgué par le président Michel Kafando. Au 3e jour du deuil national décrété suite au massacre de Garissa, des centaines de Kenyans se sont rassemblés mardi pour dénoncer l'incapacité des autorités et appeler à l'unité. Reportage. À Garissa, théâtre du massacre qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants et 6 membres des forces de sécurité, environ 500 personnes, musulmans et chrétiens, ont manifesté pour dénoncer cette attaque qu'elles estiment injustifiable et intolérable. Sur le trajet, certains étudiants ont chanté des prières, bougies et fleurs en main en mémoire des victimes. À Nairobi, quelques 200 étudiants, certains en costume noir de deuil, ont eux aussi défilé pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. Nous ne sommes pas en sécurité. On pense, nous en tant que camarades, qu'au sein même du gouvernement, il y a des gens qui se coordonnent avec les Chebab. Nous ne faisons pas confiance au gouvernement. Il y a eu 147 étudiants tués par les Chebab et nous pensons que nous ne sommes pas assez protégés. La sécurité dans notre école n'est pas suffisante. À la fin de la manifestation a été remise à un représentant de la présidence kenyane une pétition. Celle-ci réclame notamment l'amélioration des équipements des forces de sécurité et la création de centres de veille
avec des policiers en alerte 24 heures sur 24. L'université de Garissa a fermé sine die. Les autorités kenyanes ont promis une récompense d'environ 200 000 € pour la capture de celui qu'elle présente comme le cerveau de l'attaque. Mohamed Mohamoud alias Kuno, un ex-professeur kenyan d'une école coranique de Garissa qui a rejoint il y a plusieurs années les islamistes somaliens. Une veillée était prévue mardi soir à Nairobi en hommage aux victimes. En bref et en images, un policier blanc a été arrêté et inculpé de meurtre mardi au sud-est des États-Unis. C'est après avoir tiré plusieurs fois sur un homme noir non armé qui semblait fuir. Une situation qui survient dans un contexte de tension raciale particulièrement exacerbée. Le policier a tiré 8 fois dans le dos de l'homme qui courait après s'être fait arrêter lors d'un banal contrôle routier. En donne la preuve une vidéo diffusée envoyée par un témoin. L'homme abattu, Walter Scott, serait âgé de 50 ans et l'incident s'est produit samedi après un contrôle routier, l'un des feux du véhicule de l'homme ne fonctionnant plus. Le policier qui risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement a été transféré au centre de détention du comté de Charleston, a précisé la police dans un communiqué. Visite en France du président tunisien Béji Caïd Essebsi, une visite qui vise le renforcement de la coopération économique et sécuritaire entre la Tunisie et la France. Une action indispensable par ces temps où la menace djihadiste se fait croissante. François Hollande a accueilli avec tous les honneurs le président tunisien Béji Caïd Essebsi. La menace djihadiste croissante depuis la révolution de 2011 qui a culminé en mars avec l'attaque du musée du Bardo à Tunis, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité sont au cœur des entretiens à Paris. Nous avons un préalable, assurer la sécurité, c'est-à-dire combattre le terrorisme. Et dans ce domaine, vous et nous, Monsieur le Président, nous savons à quoi nous en tenir et nous devons ensemble être solidaires pour combattre ce fléau où la Tunisie n'avait pas de précédent dans son histoire. Cette visite a lieu une dizaine de jours après celle effectuée par le chef de l'État français à Tunis. Il y a participé à une grande marche de protestation contre le terrorisme. A été actée ce mardi la conversion de 60 millions d'euros de dettes tunisiennes en investissement. Le sujet avait été évoqué lors d'une visite de François Hollande à Tunis en 2013. La Tunisie est un pays qui est regardé comme celui où est né le printemps arabe. Et comme le dit le président Essebsi, il faut aussi que la Tunisie réussisse son propre printemps. Et c'est également la responsabilité de la France de pouvoir accompagner la Tunisie en respectant sa pleine souveraineté. La France, premier partenaire commercial de la Tunisie, se trouve être aussi son premier investisseur extérieur. Elle est aussi le premier pays pourvoyeur de touristes et le premier bailleur de fonds bilatéral. 15 policiers de l'État de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont été tués et 5 autres blessés. C'était lors d'une embuscade criminelle menée lundi par un commando d'hommes armés contre un convoi de la police. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières pour les forces de sécurité depuis le lancement de l'offensive contre les narcotrafiquants en 2006. Les détails. Lundi, sur une route menant à Guadalajara, la deuxième ville du Mexique, près du village du Soyotan, 15 policiers ont trouvé la mort tandis que 5 autres ont été blessés, mais sont dans un état stable. Cette regrettable attaque, selon les autorités, serait l'expression de vengeance d'un groupe criminel après l'arrestation de suspects pour une agression manquée le 30 mars. Le responsable de la sécurité de l'État de Jalisco n'a pas précisé quel groupe était responsable de l'attaque qui a donné lieu à 4 arrestations, mais selon une source officielle, il pourrait s'agir du cartel local Jalisco Nouvelle Génération. Les autorités ont trouvé néanmoins des preuves que cette agression avait été préparée avec soin depuis 24 à 48 heures dans une zone isolée proche de la municipalité de San Sebastián del Oeste. 4 jours auparavant, le 19 mars, une autre embuscade d'hommes armés contre un convoi de police près d'Autoclan avait fait 11 morts, dont 5 membres de la gendarmerie, 3 supposés agresseurs et 3 autres personnes étrangères à l'affrontement.
Notons que plus de 80 000 personnes ont été tuées et 20 000 sont portées disparues depuis le lancement d'une guerre contre les trafiquants de drogue en 2006 par l'ex-président Felipe Calderón. Son successeur Enrique Peña Nieto assure que la criminalité s'est réduite depuis le début de son mandat en décembre 2012. Toutefois, le Mexique continue d'être le théâtre de crimes massifs et brutaux, comme la disparition en septembre de 43 étudiants de l'école normale qui, selon les autorités judiciaires, ont été tués puis brûlés par des narcotrafiquants bénéficiant de la complicité de la police locale dans l'état du Guerrero, dans le sud du Mexique. 5 mois maintenant qu'ont été effectuées les semailles et la germination, et déjà le Chili a réalisé mardi la première récolte autorisée de marijuana à usage médicinal. C'est dans le cadre d'un programme visant à atténuer les douleurs de 200 patients atteints de cancer. L'initiative émane de la fondation Daya, qui promeut l'usage de la marijuana à des fins thérapeutiques. El cannabis tiene propiedades analgésicas, propiedades antiinflamatorias, propiedades antieméticas. Le cannabis a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antiémétiques, régulateurs du sommeil et de l'appétit. Par conséquent, nous voyons une amélioration générale des conditions de vie de ces patients et c'est ce que nous voulons démontrer à travers cette étude clinique. Nous savons que les pathologies qui pourraient bénéficier de cette thérapie sont beaucoup plus nombreuses. Mais nous avons commencé avec les usages les plus conventionnels, sous leur forme la plus conventionnelle. 200 malades de cancer adultes suivant un traitement. Cela ne veut pas dire que nous pensions que ce soit sa seule utilité. Ce projet unique a été concédé à la municipalité de la Florida, au sud de Santiago, qui a obtenu en septembre dernier l'autorisation de l'État de cultiver 425 plants uniquement à des fins thérapeutiques. Mardi, le Chili a effectué la toute première récolte autorisée de marijuana à usage médicinal. Nous avons développé ce projet pendant des mois, d'abord en plantant les graines, puis en cultivant les plantes et aujourd'hui en débutant la récolte qui va nous permettre de produire une huile médicinale destinée à soulager 200 patients atteints de cancer et que nous allons, avec la fondation Daya, commencer à traiter. Les patients dont le traitement est basé sur la marijuana feront l'objet d'une étude clinique pour vérifier les résultats du traitement. Soulignons qu'au Chili, la marijuana est encore considérée comme une drogue dure par la législation. Un projet de loi visant à en dépénaliser la culture à usage personnel ou thérapeutique a franchi une étape importante lundi après son approbation par la Commission de la Santé de la Chambre des députés. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.